La guerre de Cent Ans, elle a forgé des légendes, c'est sûr, mais peu sont aussi étonnantes que celles de Bertrand du Guesclin. C'est vraiment l'histoire de l'outsider par excellence, un homme qui partait avec tout contre lui, mais qui a fini par sauver un royaume. Voilà, ça, c'est ce qu'une chronique de l'époque dit de lui. Pas vraiment un compliment, hein. Ça pose tout de suite le décor du conflit central de sa vie. Une apparence que tout le monde méprisait face à des capacités qui, elles, étaient hors du commun. Comment un enfant décrit comme ça a-t-il bien pu marquer l'histoire à ce point? Le contraste est vertigineux. D'un côté, l'enfant rejeté, celui que même ses parents ne supportaient pas. De l'autre, le héros national qui reçoit le plus grand honneur possible après sa mort. Tout l'arc de sa vie est là, de l'ombre la plus profonde à la gloire la plus éclatante. Alors, reprenons depuis le début. On est aux alentours de 1320. Bertrand est l'aîné d'une grande fratrie de 10 enfants dans une famille de la petite noblesse bretonne. Et son enfance, franchement, elle est marquée par le rejet, principalement à cause de son physique, que tout le monde trouvait ingrat. Et puis, il y a ce fameux repas de famille. Le jeune Bertrand, mis à l'écart comme toujours, finit par exploser de colère. C'est là qu'une femme, une sorte de voyante, lui prend la main et lui annonce un destin incroyable. Et tout à coup, le regard de sa mère change. On peut dire que cette prédiction a planté une graine. Bertrand a compris qu'il allait devoir compenser son apparence par autre chose. Et cette devise qu'il a faite sienne, eh bien, c'est devenu la philosophie de toute sa vie. Elle résume absolument tout, sa détermination à vaincre les préjugés par la seule force de sa bravoure. Et la preuve de cette bravoure, elle arrive de manière éclatante à Rennes. Il participe en secret à un tournoi. Et là, il est invincible. Il bat tout le monde. Le grand moment, c'est quand il refuse de combattre son propre père. Le mystère est levé, et pour la première fois, son père ne voit plus le fils laid, mais un guerrier absolument prodigieux. Ce respect gagné à la dure, ce n'est qu'un début. Maintenant, il faut transformer ce talent brut en une réputation solide. Et c'est sur les champs de bataille de la guerre de succession de Bretagne, un conflit particulièrement brutal, qu'il va véritablement se forger. Il ne perd pas de temps pour se faire un nom. Il défend des villes, il est fait chevalier pour sa bravoure, il gagne son respect non pas par son héritage, mais à la pointe de son épée. Mais la vie d'un guerrier au Moyen-Âge est incroyablement précaire. Sa capture à Auray montre bien que chaque combat peut être le dernier, ou en tout cas coûter très très cher. 100 000 livres, c'est la rançon astronomique qui est exigée pour sa libération. Une somme tellement folle que même le roi de France, Charles V, doit aider à payer. Ça montre à quel point, même pour ses ennemis, du Guesclin était déjà devenu un commandant précieux et redouté. Sa valeur, bien sûr, n'échappe pas au roi Charles V. Et le roi a un problème énorme sur les bras, les grandes compagnies. Il faut imaginer des armées de mercenaires sans emploi qui pillent et ravagent les campagnes françaises. Un vrai fléau. Il lui faut une solution, et il pense à du Guesclin. Et la solution de du Guesclin est tout simplement brillante. Au lieu de les combattre, il va les recruter. Il les convainc de le suivre en Espagne pour aider un allié. En gros, il transforme une catastrophe nationale en une armée d'intervention. C'est un coup de génie, à la fois politique et militaire. Ce succès en Espagne, c'est la consécration. Le fils du petit noble breton, l'enfant rejeté, atteint le plus haut grade militaire du royaume de France, connétable de France. C'est une ascension sociale quasiment sans précédent pour l'époque. Mais sa plus grande mission l'attend encore. La France est en grande partie occupée par les Anglais, qui sont militairement supérieurs dans les grandes batailles. La question stratégique est donc cruciale. Comment on gagne quand on est le plus faible? Et sa réponse va changer le cours de la guerre. Fini la chevalerie et les charges héroïques. Du Guesclin, lui, il opte pour une guerre d'usure, de harcèlement, une sorte de guérilla avant l'heure. Il évite les grosses armées anglaises et reconquiert le territoire petit à petit, par la ruse et des sièges bien menés. C'est pragmatique, c'est efficace et c'est complètement à contre-courant des traditions de l'époque. Sa vie a été une bataille de tous les instants et sa mort, elle aussi, est entrée dans la légende. Ironiquement, après avoir survécu à d'innombrables batailles, il n'est pas mort par l'épée. C'est une forte fièvre qui l'emporte, traditionnellement attribuée au fait d'avoir bu de l'eau glacée en plein été. Il meurt en service, en plein milieu d'un siège. Le respect qu'il inspirait, même chez ses ennemis, était immense. La garnison avait promis de se rendre à lui et à personne d'autre. En apprenant sa mort, le commandant anglais a honoré sa parole et est venu déposer les clés sur le cercueil d'un cadavre. C'est sa toute dernière victoire, remportée par sa seule réputation. L'honneur qu'on lui rend est tel que son corps est divisé pour être célébré en 4 lieux différents. Ses entrailles au Puy, sa chair à Montferrand, son cœur dans sa Bretagne natale et ses os, par ordre du roi, à Saint-Denis avec les rois de France. Mais l'histoire, c'est complexe.
L'héritage de Du Guesclin est loin d'être simple, parce que sa figure de héros national n'est pas acceptée par tout le monde, et surtout pas dans sa région d'origine. D'un côté, il est le sauveur de la France, celui qui a repoussé l'envahisseur. De l'autre, pour certains nationalistes bretons, c'est un traître qui a combattu pour la couronne française contre le duc de Bretagne. C'est un débat qui montre bien toute la complexité des allégeances à cette période. Il est essentiel de se remettre dans le contexte. Au XIVe siècle, le concept de nation, comme on le connaît aujourd'hui, n'existe pas. La loyauté, on la doit à son seigneur. Du Guesclin avait prêté allégeance au roi de France et contrairement à beaucoup d'autres, il n'a jamais changé de camp. Il a fait de la loyauté une question de principe. Alors, la question demeure. Comment évaluer une figure historique à travers le prisme de nos valeurs modernes ? Bertrand du Guesclin, le chevalier le plus laid, nous laisse avec cet héritage complexe. Celui d'un homme qui, par son courage, a non seulement défié son apparence, mais aussi les définitions mêmes de la loyauté et de l'héroïsme.